puis on a un autre expert à nos côtés. Il s'agit de François-Xavier Aouattard, avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre. Bonjour François-Xavier. Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien, et vous? On est super content de vous accueillir. Mais merci de m'avoir invité. CMS Francis Lefebvre, partenaire de ce salon de la franchise, on va le dire, avec le cabinet Hendrix. Voilà, on les a cités. Vous, François-Xavier, vous animez une équipe de 12 personnes dédiées à la fois au droit de la franchise et au droit de la concurrence. Tout à fait. Donc on peut y aller. Sur les questions, oui, vous vouliez ajouter des choses? Allez-y, oui, tout à fait. On anime une équipe d'une douzaine de personnes en droit de la franchise et droit de la concurrence. Et on fait partie d'un cabinet international. On a 100 bureaux à travers le monde. Et on exporte et on importe des concepts de franchise. Allez, c'est le moment. Vous posez vos questions à nos experts. Tiens, François-Xavier, quelle est la première question que l'on vous pose en règle générale? La première question lorsque vous rencontrez un candidat à la franchise? La première question, souvent, c'est quelle est la différence entre la licence de marque et la franchise? C'est souvent une question qu'on nous pose, ou qu'on nous pose par manque de connaissances, ou qu'on nous pose simplement pour avoir une information. Alors, la différence, elle est extrêmement simple. Dans la licence de marque, on licencie une marque. Et dans la franchise, on y rajoute à cela plusieurs choses. La première, c'est un transfert de savoir-faire. Donc un savoir-faire, ce sont des méthodes qui sont originales, qui sont secrètes, qui sont substantielles, qui sont identifiées, donc elles sont écrites, et elles procurent un avantage concurrentiel aux futurs candidats à la franchise. Et également, contrairement à la licence de marque, on a aussi une assistance plus en franchise, et ce sont vraiment deux conditions qu'on n'a pas nécessairement en licence de marque ou de manière moins accentuée. Et d'ailleurs, si vous candidatez pour des jeunes réseaux, vous allez plutôt voir des jeunes réseaux qui optent pour la licence de marque et qui ensuite viennent vers de la franchise. Parce qu'un contrat de franchise nécessite d'avoir un savoir-faire, ce qu'on n'a pas forcément au début quand on lance son réseau. Donc c'est pas une incongruité de voir un jeune réseau venir avec une licence de marque. Il y a plus d'obligations avec un contrat de franchise qu'un contrat de licence de marque pour le franchisé, hein. Oui, un peu plus nécessairement, mais aussi peut-être plus d'avantages, puisque le savoir-faire étant secret, identifié, substantiel, il procure cet avantage concurrentiel, on va dire un peu plus vis-à-vis de la licence de marque. Mais comme le rappelait justement Arthur, beaucoup de licences de marque sont finalement un tremplin vers la franchise. Allez, on prend une première question, c'est la question de Tom qui souhaite savoir, Tom, est-ce qu'on va la découvrir cette question? Oui. Que se passe-t-il si le franchiseur fait faillite? Quid de la marque? C'est une très bonne question. À toi. Merci Arthur. C'est une très bonne question. Si le franchiseur fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans rentrer quand même dans trop de détails, faute de temps, il va y avoir une liquidation judiciaire qui va être prononcée par un tribunal et il y aura certainement des candidats qui vont se proposer. Quand je dis candidats, c'est des repreneurs qui vont essayer de reprendre le réseau en faillite et qui va reprendre le réseau en l'état. Donc, il reprendra la marque, il va racheter les actifs, entre guillemets, que composait le réseau. Et ça peut être justement des anciens franchisés qui rachètent le réseau en faillite. Ça, c'est fait. Et ces franchisés ont toute chance de remporter l'offre, puisqu'ils connaissent le concept, ils connaissent les franchisés, etc. Donc, ils ont des chances de remporter à une part du tribunal le rachat d'une franchise en faillite, dont la marque fait partie. Dans ce cas précis, est-ce que le franchisé est libéré du contrat avec le franchiseur? Eh bien, malheureusement, oui, d'une certaine manière, puisque la liquidation judiciaire va entraîner potentiellement la rupture des contrats si personne ne reprend le réseau et la marque. Mais en revanche, si le réseau et la marque sont repris, il va y avoir un temps de latence qui va se passer durant lequel les franchisés vont voir leur contrat continuer jusqu'à connaître leur sort. Arthur, non, tu veux... Ah oui, non, mais c'est très clair, c'est exactement ça. On va prendre la question de Fanny tout de suite. Fanny, la base client m'appartient-elle? Alors ça fait sourire Arthur, on vous le dit. Moi ça me fait sourire parce que c'est une question qui revient et quand j'étais franchiseur, c'était une question très douloureuse, très épineuse. Parce que le franchisé, lui, il a l'impression, il développe son business, donc légitimement, il pense que la base est sa base. Mais je pense qu'il y a quelques petites nuances à apporter là-dessus. Et que dit le droit là-dessus? Eh bien, le droit n'est pas clair. Il faut aller voir un très bon avocat pour répondre à cette question. C'est pas clair parce qu'en fait, c'est difficile de distinguer la clientèle qui appartient à la marque. On y vient parce qu'on y vient pour la marque, ou on y vient parce qu'on y vient pour le gérant et ce qu'il développe en local. Le franchisé a souvent un territoire qui lui est donné exclusivement ou pas d'ailleurs. Et donc, on a des fois du mal à voir à qui appartiennent les clients. Donc, moi, nous encourageons dans l'équipe à ce que cette question soit réglée en amont, dans le contrat. À qui appartient cette clientèle et comment on règle cette question à la fin du contrat ou en cas de contentieux.
N'hésitez pas à poser vos questions à nos deux experts. Mais en plus, on a une belle séquence là, justement. Donc allez-y, on a une question de Clarence et Adeline qu'on va prendre tout de suite. Mais continuez à poser des questions. Mais dans la même logique, c'est la même question que est-ce que les pages de mes comptes de réseaux sociaux m'appartiennent? Est-ce que mes pages Google My Business m'appartiennent? En réalité, non, en fait, ils ne t'appartiennent pas. C'est le franchiseur qui met à ta disposition. D'ailleurs, il en est l'administrateur. Il te laisse la possibilité, évidemment, de l'utiliser, etc. Mais à la fin du contrat, le franchiseur est censé le reprendre, en fait. Juste pour rebondir sur ce que dit Arthur, parce que c'est vraiment important, ces questions de sites internet et réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis très peu de temps, il est interdit d'interdire. On a des règlements européens qui sont sortis et effectivement, le but aujourd'hui, c'est quand même de laisser la possibilité aux franchisés de manier les réseaux sociaux, manier un site internet. Néanmoins, les pages My Google, Instagram, etc., souvent le franchiseur en est propriétaire et donne l'administration, la gestion de cette page aux franchisés. Petit bémol quand même, on encourage pour une homogénéisation de la marque à ce que le franchiseur garde un peu la main mise, uniquement au moins pour donner son accord et son aval sur les posts qui seront faits, pour pas que ça nuise à la marque. Oui, bien sûr. Pour la question de Clarence. Clarence, si je ne suis pas dans les clous de chiffre d'affaires, le franchiseur peut-il être tenu responsable? Ah, ça aussi c'est une question qui revient fréquemment. Qui est responsable du chiffre d'affaires? Question très importante. C'est une question importante parce qu'elle nourrit bon nombre de contentieux entre franchiseurs et franchisés. Elle est importante parce que, à l'origine, et ça se comprend d'un point de vue business, les franchiseurs transmettaient ce qu'on appelle des prévisionnels, avec un chiffre d'affaires, parfois même une promesse de chiffre d'affaires, une rentabilité. Aujourd'hui, les avocats d'une manière générale ont conseillé de ne plus transmettre ces prévisionnels qui ne sont pas obligatoires. Ça déjà, c'est la base. En revanche, il est important que le franchisé connaisse un petit peu vers quoi il tend. Ce qui est important de comprendre, c'est que le franchisé, c'est un commerçant qui est indépendant. Seul lui connaîtra au mieux ce qui se passera dans son business en propre, localement. Donc il doit prendre toutes les mesures avec les bons conseils, et notamment un très bon expert comptable, pour connaître la rentabilité de son fonds de commerce sur éventuellement des chiffres moyens du réseau. Et donc pour répondre clairement à la question, est-ce qu'il peut être responsable? Il pourrait être responsable s'il a transmis des prévisionnels beaucoup trop optimiste. Si vous avez à la fin une différence entre chiffre d'affaires prévisionnel et chiffre d'affaires réalisé de plus de 50-60% et que le franchisé prouve qu'il n'y est strictement pour rien, il pourrait y avoir une responsabilité. Arthur? Ouais, ça, clairement, pour l'avoir vécu, c'est une question qui est récurrente et qui intervient notamment quand le franchisé est en dessous de son prévisionnel. Clairement, la question, elle arrive directement et c'est un entrepreneur, donc il est responsable de son chiffre d'affaires, très clairement. Et je crois qu'il y a vraiment constamment un rôle pédagogique de la part de la tête de réseau pour vraiment être très clair sur ce point-là. Et puis, quelquefois, quand on est tête de réseau et notamment quand on est jeune réseau, on a tendance à aller trop loin, en fait, dans l'accompagnement. C'est bizarre en fait, mais un franchiseur souvent il va vraiment trop loin et c'est là qu'il y a des barrières à conserver parce que il peut se mettre en danger aussi, donc il doit vraiment conserver ce rôle de conseil parce que sa responsabilité peut être engagée si jamais il va un tout petit peu trop loin, quoi. Trouver le bon équilibre dans cette relation effectivement franchiseur franchisé. On va prendre la question à présent d'Adeline. Quels sont les éléments clés que je devrais rechercher dans un contrat de franchise? Alors, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Quels sont les éléments clés à retrouver dans ce contrat de franchise? Eh bien, alors, très simplement, on doit y retrouver nécessairement un objet. De quoi on parle, nécessairement, ça me paraît quand même très logique. Si on doit être focus sur les éléments les plus importants pour moi, c'est en quoi je m'oblige. Quand je vais signer, en quoi je m'oblige envers le franchiseur et en quoi lui également il s'oblige. Il ne s'oblige pas qu'à me délivrer une marque. Il s'oblige aussi à une assistance. Mais cette assistance, elle consiste en quoi? Donc c'est important de retrouver ces éléments clés des obligations qui doit être un mélange d'équilibre. Ensuite, vous devez retrouver aussi, et si ça tourne mal avec mon franchiseur, comment est-ce qu'on va régler notre conflit? Et demain, si je ne suis plus franchisé, quelle est ma liberté? Est-ce que j'ai une contrainte d'une clause de non-concurrence, d'une clause de confidentialité, d'une clause de non-débauchage, d'une clause de non-approche des fournisseurs avec lesquels j'étais, etc. Je dois avoir ces éléments dans le contrat et j'encourage vivement, tant franchiseur que franchisé, d'aller voir des consultants, des avocats, des experts comptables pour justement lire avec lui le contrat et en comprendre vraiment les tenants et aboutissants. C'est extrêmement important de s'engager en toute connaissance de cause. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ce qu'on doit y retrouver in fine, c'est un équilibre. Le meilleur contrat de franchise est un contrat équilibré.
Juste, on va prendre la question de Pierre, mais avant, juste puisque vous avez parlé de clause de non-concurrence, ça aussi c'est un sujet qui revient très fréquemment. Oui. Une clause de non-concurrence valide, c'est quoi? Et une clause de non-concurrence illicite, c'est quoi? Alors, pour être très simple, une clause de non-concurrence valide, c'est une clause qui est proportionnée par rapport au savoir-faire. Donc vous avez une grande notoriété, un grand savoir-faire, plus la clause aura une durée longue, mais attention, il y a une limite à cette clause puisque c'est maximum 1 an. Et c'est maximum 1 an dans le local. Donc elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace, et proportionnée au savoir-faire. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'on a une actualité extrêmement importante de ces derniers mois où les juges sont venus remettre en cause d'une certaine manière les clauses de non-concurrence dans les licences de marque. En disant, faute de savoir-faire, qu'est-ce que vous protégez? Pourquoi vous restreignez la liberté du licencié après le contrat? Donc c'est une question qui revient aujourd'hui, qui est vraiment d'actualité. On va prendre la question de Pierre tout de suite. Dans le cadre d'une création d'entreprise, est-ce qu'on séduit plus facilement une banque quand on rejoint une franchise ou on a les mêmes chances d'obtenir un prêt pour créer directement une société? Alors Arthur, ça tu peux peut-être répondre à cette question. Moi, c'est presque une réponse de bon sens. Quand vous allez voir un banquier qui est peut-être par ailleurs partenaire bancaire de la franchise, il connaît le modèle, il connaît les métriques économiques, il sait globalement que vous allez répliquer un modèle qui marche. Donc banco en fait, si vous choisissez bien votre réseau, votre franchise, que vous choisissez éventuellement le partenaire bancaire de la franchise, évidemment que ce sera sans doute plus simple. François-Xavier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Arthur. C'est une question de bon sens, évidemment. Il sait aussi que vous n'êtes pas seul. Et donc, en cas de difficulté, au regard de la condition que je vous ai donnée en préambule sur l'assistance, il sait qu'en cas de difficulté financière, administrative, matérielle, etc., le franchiseur sera là. On prend la question tout de suite de Philippe. Continuez, évidemment, on a encore le temps, il nous reste une dizaine de minutes, donc vous pouvez continuer à nous poser des questions. Philippe veut savoir si le franchiseur vend moins cher sur son site internet que dans les magasins de franchisés. Est-ce que c'est de la concurrence déloyale? Alors ça aussi, on va presque dire une question d'actualité, François-Xavier. Oui, c'est une question avec le développement du e-commerce et des marketplaces. Bien sûr, c'est une question d'actualité nécessairement. Alors est-ce qu'on parle de concurrence déloyale? Non. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait une différence de x10 entre les deux, parce que je rappelle que le contrat de franchise, sans rentrer dans les détails, est innervé par des principes de loyauté. Mais néanmoins, je rappelle aussi que le franchiseur, qui peut avoir sa propre activité, et le franchisé sont des commerçants indépendants. Donc c'est à eux de fixer les prix. Comme le franchisé doit aussi avoir la possibilité de fixer son prix à la hausse ou à la baisse, sachant que je rappelle que les prix minimums imposés sont illicites. Mais non, pour répondre à la question, ce n'est pas de la concurrence déloyale, mais encore une fois, il faudrait voir le cas précis pour pouvoir répondre. Après, sur cette question, parce que clairement, un franchisé peut très bien dire à son franchiseur oui, mais moi, je suis dans un bassin économique différent, donc je dois m'adapter, j'ai ma politique tarifaire à avoir, etc. Et je pense que tous les franchiseurs ont cette question. Mais néanmoins, le rôle du franchiseur, ça, faut bien le comprendre, il doit harmoniser sa marque. Il est le garant, en fait, de la tenue de son concept. Donc, on peut pas avoir des écarts du simple au double. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, ça peut se faire, bien sûr. Vous êtes indépendant, mais ça doit être fait en bonne intelligence et dans une logique de marque, parce que sinon ça sert à rien de rentrer dans un réseau si c'est pour faire des prix du simple au double. Et ça peut se faire peut-être à la signature du contrat entre le franchiseur et le franchisé, justement ce point de détail, et de se dire à qui va quoi. Alors en tout cas, dire qu'il y aura un site e-commerce, marketplace, etc. Bien sûr. Par contre, fixer à l'avance des prix en regardant la conjoncture économique, c'est très difficile. Non, c'est en général l'épreuve du terrain qui fait cette analyse, en fait, clairement. On a une question d'Oriane à présent, de Dorian, pardonnez-moi Dorian. Quelles sont les obligations légales d'un franchiseur envers le franchisé et vice-versa? On va passer la nuit là, Dorian. Alors là, c'est vraiment une très très vaste question. Pour répondre vraiment très simplement, je le rappelle, il faut qu'il y ait 3 conditions. La première, c'est qu'il doit y avoir une assistance qui existe, qui est réelle, qui est matérielle par le franchiseur vis-à-vis du franchisé. Ensuite, il doit y avoir un transfert de savoir-faire, donc une sorte de boîte à outils avec des méthodes secrètes substantielles identifiées, transmises via un manuel opératoire au franchisé. Derrière, il y aura l'obligation de transmettre ce qu'on appelle un document d'information précontractuelle, document dans lequel vous retrouverez des informations sur le réseau, sur le franchiseur, sur le marché, des études locales, générales, etc., transmises au moins 20 jours avant au franchisé. Et puis dans le contrat, vous avez tout un certain nombre d'obligations.
Et concernant le franchisé, à minima, des obligations financières, des obligations de respecter le savoir-faire, etc., etc. Mais c'est une question qui mériterait à elle seule la journée. Dorian, vous pouvez évidemment continuer vos recherches sur le site de l'Express Franchise concernant cette question. Vous allez certainement retrouver d'autres informations. On va prendre la question de Tom à présent. Tom, quelle est la durée typique d'un contrat de franchise et comment peut-il être renouvelé? Est-ce qu'il y a une durée moyenne? Oui, il y a une durée moyenne qui est de 5 à 7 ans. Elle se comprend parce que souvent elle est calquée aussi sur des durées d'amortissement. Donc ça, c'est logique. Et de prêt. Donc c'est 5 à 7 ans, c'est une moyenne, ça ne dépasse pas 10 ans et ça peut être renouvelé. Sur les modalités de renouvellement, il y a plusieurs façons de faire. Un renouvellement tacite, donc on attend la fin et si personne ne dit rien, finalement le contrat se renouvelle pour la même durée. Bon, ça c'est très facile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'encourage pas forcément parce que le franchisé peut se tromper, le franchiseur aussi. On peut louper la date de renouvellement. Et donc on encourage plutôt à ce que les renouvellements soient prévus par une rencontre 6 mois à 12 mois avant la fin du terme contractuel pour dire est-ce qu'on continue ensemble ou pas. Et si on continue, est-ce qu'on continue de la même manière? Voilà ce que je vais vous poser. On peut modifier le contrat au moment du renouvellement? C'est difficile. C'est difficile pour quelque chose de simple, c'est qu'un franchiseur, il tient à une chose, c'est l'homogénéisation de son réseau. Donc les contrats doivent être les mêmes. Un contrat, encore une fois, équilibré. C'est vraiment le but. Et dans le cadre d'un renouvellement, c'est plutôt pousser le franchiseur à se dire « Ah bah oui, j'ai rencontré des difficultés, peut-être que je vais modifier mon contrat. » Mais s'il le modifie, c'est pour tout le monde et pas pour une personne en particulier. Alors, Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, mais je suis parfaitement d'accord. Bon, tant mieux si vous êtes d'accord. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, surtout n'hésitez pas. Pierre, vous voulez savoir, est-ce que les droits d'entrée peuvent se négocier? Ah bah moi je peux répondre. Après d'un point de vue juridique je sais pas, mais en tout cas moi je me refusais à négocier les droits d'entrée et puis quand j'en discute avec d'autres franchiseurs la ligne est toujours la même. Elle s'explique de façon très simple, c'est que si vous commencez à négocier ça crée de la disparité dans le réseau et puis François-Xavier le rappelait, il y a un maître mot dans le réseau, c'est le mot homogénéisation. Donc si vous commencez à négocier vos droits d'entrée, ça va foutre un merdier pas possible dans le réseau. Et côté franchisé, il faut bien comprendre ce que c'est que le droit d'entrée en fait. C'est pas juste un chèque que vous faites pour rentrer dans le réseau, c'est que derrière il y a une réalité en fait. Il peut y avoir de la formation, il peut y avoir la réservation de la zone de chalandise, etc. Donc ça se matérialise. Il faut absolument demander pourquoi ces montants. Le franchiseur pourra l'expliquer, mais en général ça se négocie pas, non. Oui, alors je partage ce que dit Arthur, on ne négocie pas en général les droits d'entrée. Après, vous dire, est-ce que ça ne se fait pas du tout dans la pratique? Évidemment, on a des franchiseurs qui acceptent des négociations sur le droit d'entrée. Ce qui est certain, c'est que si des franchiseurs nous écoutent, c'est s'ils le font, il faut le faire par un avenant confidentiel à côté. Alors après, dans un réseau, en général, tout se sait. En tout cas, nous, notre préconisation, c'est de ne pas bouger les droits d'entrée parce que, comme le dit Arthur, il y a une réalité économique derrière. Des frais de formation, des frais de staff, etc. Et puis aussi, les droits d'entrée, c'est la reconnaissance de la notoriété d'une marque. Plus la marque est notoire, plus les frais d'entrée sont élevés, mais elle s'explique aussi par toute la recherche et développement qui a été faite avant. Mais bon, pour l'homogénéisation du réseau, c'est vrai qu'on considère qu'on ne négocie pas les frais d'entrée. On prend une nouvelle question, celle de Dorian. Quel recours ai-je si le niveau de support promis par le franchiseur n'est pas respecté? Alors le niveau de support, c'est-à-dire l'accompagnement, la communication, la notoriété du réseau? De manière générale, le support, plutôt peut-être assistance, ou en tout cas, quelles que soient les obligations que Dorian pourrait reprocher à son franchiseur, si tant est qu'elle soit franchisée. Le recours est extrêmement simple. On va forcément penser tout de suite au tribunal, nécessairement. Quoi qu'il arrive, que dans votre contrat, il y ait ou pas une clause dans laquelle vous devez faire appel à un tribunal, y compris si ce tribunal est territorialement défini, je vous encourage, qu'il y ait ou pas cette clause, à discuter avec le franchiseur. Parce que le franchiseur, ça sera toujours le premier à se mettre autour d'une table pour éviter un conflit. Éviter un conflit, et les conflits sont des choses toujours perdantes, entre guillemets, que ce soit pour la notoriété, pour la marque, pour le réseau, etc. Donc, discuter. Et si la discussion ne mène à rien, malheureusement, eh bien, faites appel à un médiateur. Essayez de médier entre vous, et ensuite, allez recourir à un tribunal. Pourquoi pas? Quels sont d'ailleurs en général les contentieux les plus fréquents entre franchiseurs et franchisés? Alors il y en a quelques-uns évidemment. Les premiers contentieux auxquels on pense, ils sont sur ce document d'information précontractuelle, le fameux document qui permet de s'engager en toute connaissance de cause. Ils sont souvent liés à l'étude du marché local.
Le franchiseur doit faire une petite présentation du marché local dans laquelle il dit voici où sont vos concurrents et l'étude n'est pas parfaite, il manque des éléments et si le franchisé avait connaissance de ces éléments, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas signé ou il n'aurait pas signé dans ces conditions. Donc ça c'est déjà un gros pan du contentieux. Ensuite, quelque chose qui est en dehors du DIP, puisque ce n'est pas une obligation, c'est les fameux prévisionnels dont on parlait. Si le franchiseur les transmet malgré les conseils de son avocat ou de ses équipes, eh bien, il prend quand même un risque, parce que s'il y a une différence trop importante entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réalisé, contentieux, et c'est un très lourd contentieux. L'avantage concurrentiel, finalement, je me suis mis sous une franchise, elle n'est pas rentable, et en plus, elle ne m'amène rien, ni notoriété, ni méthode supplémentaire, bref, elle ne m'amène rien. Donc ça aussi, c'est une remise en cause du savoir-faire. Et puis après, d'une manière générale, c'est le problème de l'assistance. J'écris à mon franchiseur, il ne me répond jamais, et je suis seul et je suis perdu. C'est un autre gros pan des contentieux. On va prendre une nouvelle question tout de suite. Cette question de Jonathan. Quels sont les risques juridiques associés à la gestion d'une franchise ? Eh bien, les risques juridiques... forcément, on va parler de ce qui fâche. C'est si financièrement vous êtes trop engagé et que malheureusement vous n'avez pas réussi à faire de votre commerce une affaire suffisamment profitable, à cause ou pas à cause du franchiseur, peu importe, eh bien c'est les risques que tout entrepreneur peut connaître. C'est un redressement judiciaire, c'est une liquidation judiciaire. Je rappelle quand même que les entrepreneurs sont responsables à hauteur du capital de leur société, mais souvent malheureusement ils sont cautions. Ils sont cautions et donc c'est des choses qui doivent s'anticiper en amont avec les banques pour essayer de négocier au mieux et vivre une liquidation judiciaire la moins douloureuse possible. Je profite de cette question pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il existe en dehors du redressement et de la liquidation judiciaire d'autres procédures qui permettent de négocier en amont les difficultés. C'est dur d'avouer qu'on a des difficultés, mais ça arrive à n'importe quel chef d'entreprise. Et donc il existe des procédures qui s'appellent mandat ad hoc, conciliation, voire sauvegarde, qui permettent, si elles étaient connues de ces entrepreneurs, d'éviter pléthore de faillites. C'est bien, parce qu'on va en parler tout à l'heure, à 18h30, justement, avec Lucie Mégard. On va parler de restructuring et justement comment rebondir lorsque votre entreprise rencontre des difficultés. Ce sera à partir de 18h30. N'hésitez pas, si on a d'autres questions, on peut encore prendre peut-être une ou deux questions. Sinon, après, on va vous libérer, évidemment, François-Xavier. Si on a encore deux questions, allez-y. Les contentieux les plus réguliers, on l'a vu. Les clauses, qu'est-ce qu'il y a d'autres sujets à aborder en régional, les sujets que vous rencontrer plus fréquemment? Eh bien, un sujet qu'on peut rencontrer fréquemment, alors on en parlera tout à l'heure sur l'international, donc je ne vais pas développer ça maintenant. On a cette problématique aussi de la marque, quand on est, là on va parler plutôt des franchiseurs, mais aussi les franchisés, s'ils veulent vérifier si la marque est bien protégée, eh bien c'est quelque chose, quand on crée sa franchise, il faut nécessairement faire très attention à la marque. Est-ce que je peux la déposer? Et si je la dépose, est-ce que personne ne l'a déposée avant? Bref, attention à toutes ces formalités avant et tout ce qu'on appelle ces recherches d'antériorité. Donc là, faites attention à la marque, c'est extrêmement important. Faites attention aussi à bien surveiller quand même d'une certaine manière l'actualité. Il n'y a pas de contrat type, c'est impossible. Donc l'ADN de votre savoir-faire doit transpirer dans votre contrat. Ça, c'est très important et on ne le retrouve pas assez. Oui, non, mais d'ailleurs, ça, c'est un vrai point parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on crée un réseau, on va être en contact, je ne vais pas dire quotidiennement, mais de façon très, très régulière avec son avocat. Donc, son avocat, tout à l'heure, on parlait d'équipe à constituer. Quand on est un réseau, il faut construire cette team. Il faut avoir évidemment un super cabinet comptable, il faut avoir un super avocat spécialisé en droit de la franchise, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très important parce que moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas compris tout ça, en fait. Et on le comprend avec la fréquence des contacts, avec des gens qui sont réactifs et qui répondent aux questions vraiment rapidement parce qu'un franchiseur, en général, il a besoin de réponses, mais pas instantanément, mais rapidement. Allez, on prend une dernière question. C'est la question de Sylvian qui souhaite savoir, Sylvian, si on peut se retirer d'un projet si on a signé le DIP uniquement. Ah mais complètement. En fait, encore une fois, le DIP doit être signé à minima 20 jours avant la signature éventuelle d'un contrat de franchise. Et donc, on estime, la loi justement est venue protéger les franchisés pour rétablir un certain peut-être rapport de force entre les deux. Et vous avez 20 jours pour vous décider ou pas à signer un contrat de franchise. Contrat de franchise qui d'ailleurs sera en général annexé aux documents d'information précontractuelle. Et je rappelle que le DIP doit contenir en plus de cette annexe les clauses les plus essentielles qui doivent être mises en exergue.
D'ailleurs, moi, j'engage vraiment les gens qui ont envie d'entreprendre en franchise à aller signer des DIP, en fait. Clairement, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'information, d'analyser des dossiers dans un cadre confidentiel qui est acté, matérialisé par le DIP. Donc, un franchiseur, de fait, sera beaucoup plus à l'aise pour fournir les bonnes informations avec un cadre, et le DIP permet ça. Complètement, puisque les DIP souvent contiennent des clauses de confidentialité, donc c'est le moment justement de prendre des informations, de les signer et éventuellement de signer ou pas le contrat de franchise. Il faut signer quand ce contrat de DIP? Dès qu'on le reçoit, on attend les 20 jours pour avoir... Oui, il faut attendre les 20 jours. Il faut attendre les 20 jours et ensuite, à partir de 20 jours, on peut signer ce fameux contrat. Parfait, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés. De toute façon, Arthur, tu restes avec nous évidemment, on n'en a pas terminé ensemble, on a encore plein de choses à voir. François-Xavier, on se retrouve tout à l'heure sur les coups de 19h10 pour une séquence plutôt dédiée aux franchiseurs, comment développer son réseau à l'international.